déterminés. Nos actions, nos rôles, nos passions, nos choix et nos libertés, ça ne nous fait pas rire d'être discriminés. Pourquoi avoir peur? Nous voulons l'égalité. Jusqu'en 1970, les femmes valaisannes n'avaient pas le droit de vote. Comment ont-elles acquis ce droit? Et quel bilan peut-on en tirer 50 ans après? Via Moulieris a tenté de le savoir. Je crois qu'il faut que je vous explique comment, en 1848, lors de cette grande revendication du suffrage universel, personne, je crois pouvoir le dire, sauf peut-être quelques prophètes qui étaient alors, à l'époque, absolument seuls de leur opinion, personne n'a songé que l'égalité devant les urnes devait s'étendre aux femmes. L'article 4 de la Constitution fédérale de 1848 prévoit que tous les Suisses sont égaux devant la loi. Tous? Non. Les femmes feront exception à la règle durant plus d'1 siècle. La Suisse sera l'un des derniers pays au monde à leur accorder le droit de vote et d'éligibilité. Les discriminations qui touchent les femmes à l'époque sont non seulement des discriminations politiques, la question du droit de vote des femmes, mais il y a cette question du code civil également qui déjà impose la vision, donc, dans ces années 50 et 70, la vision d'une famille vraiment patriarcale. Le mari est le chef de l'union conjugale. Il choisit la demeure commune et pourvoit convenablement à l'entretien de sa femme et des enfants. Eh oui, en 1971, les femmes se marient pour la très grande majorité sous le régime de l'union de biens. La fortune de madame est confiée à monsieur. Ouvrir un compte en banque, signer un bail ou acheter une voiture, c'est juridiquement possible, mais problématique. La femme a le même statut qu'un enfant mineur en ce qui concerne la gestion de sa fortune. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. Elle sera absolument libre. C'est pas faux, parce qu'en 1971, même pour travailler, il faudrait demander la permission. On parle beaucoup finalement, c'est des salaires d'appoint, donc évidemment moins bien payés que les hommes, des postes à plus faible responsabilité, alors qu'elles sont quand même dans le milieu des années 60, elles occupent quand même 1/3 de la population active est occupée par des femmes. Le droit de vote, en tout cas dans mon adolescence et tout ça, on n'en parlait pas. Dans mon milieu, le droit de vote, les femmes avaient assez à faire sans encore s'occuper de politique. On entendait dire par les autres femmes, il est rentré. Mon mari est rentré sous, il a fait le cirque, il a tout cassé par la maison. La politique, c'était quelque chose de violent. Voilà. L'introduction du suffrage féminin, c'est une vieille histoire. J'avais fait la connaissance de Madame Renée de Sépibus. Alors vous savez que Renée de Sépibus était la pionnière du suffrage féminin en Valais. Elle n'hésite pas à mettre la main à la poche s'il faut rembourser ou disons alimenter un peu les comptes de l'association. Donc c'est vraiment quelqu'un qui mouille sa chemise. Après, il faut la remettre dans le contexte de ces années-là. C'est que c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle justement la première vague, première génération de féministes, dans le sens où elle ne revendique pas à travers ce droit de vote, elle ne revendique pas une émancipation des femmes. Elle était très, assez rigide. On dirait un peu pète sec, comme ça. Mais elle était convaincue, alors, mais pas convaincante du tout. Elle m'a demandé plusieurs fois que je vienne l'aider, un peu comme secrétaire, à écrire certaines choses, etc. Et alors, si bien que quand on a on a créé l'association valaisanne pour le suffrage féminin, eh bien bon, j'étais membre du comité de cette association. Peter von Rotten est député au Valaisan au Grand Conseil, également conseiller national. Et il dépose en 1945 une motion
auprès du Grand Conseil pour introduire le suffrage féminin dans la Constitution valaisanne. Il a épousé la féministe Iris von Rotten. L'idée, c'était de dire que finalement, dans la loi, dans la Constitution, il n'est pas mentionné que les femmes n'ont pas le droit de voter. Donc pourquoi pas, à partir du moment où il disait finalement c'est un droit coutumier, donc pour changer ce droit coutumier, non pas écrit, il suffit de changer la coutume. Donc voilà, les femmes, tournez-vous vers les conseillers, vers vos conseillers communaux, enfin votre commune, et demandez votre inscription pour pouvoir aller voter. Et suite à cette motion, il y a une petite émulation en Valais avec la constitution notamment d'un comité sédunois en 1946. Et après, pour que s'assurer aussi de l'assise de ce comité pour le suffrage féminin, on a créé une association valaisanne. Et à la tête de cette association valaisanne pour le suffrage féminin a été élu René de Sépibus, qui va mener clairement cette association jusqu'à la fin des années 60. En 1957, pour la première fois en Suisse, des femmes se rendent aux urnes. C'est en Valais à Unterberg, mais aussi dans quelques autres communes du canton. Mon père, c'était Paul Zenazern, qu'à l'époque de 1957 était président, et puis avant il était dans le Grand Conseil et qui s'engageait pour le droit de vote pour les femmes. En 1957, il y avait une votation sur le service civil pour les femmes, et puis c'était la raison pour laquelle on a discuté sur ce sujet, pourquoi les femmes devaient faire ce service civil, parce qu'ils n'avaient même pas le droit de vote, pourquoi alors ce service? Et puis la discussion se faisait spécialement entre Peter von Rotten et puis Paul Zenazern, qui était président à l'époque. Toutes les femmes de Unterberg étaient invitées d'aller voter ce jour-là. Ça va intéresser la presse internationale de venir suivre cette votation. Pour le New York Times, c'est sans doute assez cocasse de voir ces femmes d'Unterberg, petit village rural du Haut-Valais, se rendre aux urnes. Et cette idée de consulter les femmes va être reprise par d'autres communes en Valais, notamment Martigny-Bourg, mais aussi sur le plan suisse. Donc il y a vraiment une mobilisation qui reprend cette idée de faire que les femmes puissent se prononcer aussi sur le sujet, même si leurs votes ne sont pas comptés. Il n'y avait pas tout le monde qui était pour cette votation. C'était une question politique. Si on était noir dans le Haut-Valais, on était contre. Si c'était jaune, on était pour. C'était comme ça. C'était la politique familiale aussi. Quelle est votre motivation pour être là aujourd'hui ? Moi, j'ai un certain âge, on demande toujours les mêmes choses en Valais, alors la patience, elle est plus tellement grande. Maintenant, c'est quand même les demandes qu'on doit faire, répéter la même chose 100 fois et puis attendre que quelque chose se passe. Mon père a fait la tournée pour les votations en 1957, il est mort en 1959, donc... Il a fait celle de la campagne de 1957 intensivement. Cette contestation va avoir un relais au niveau fédéral, puisque les chambres vont discuter de la mise sur pied d'un message pour introduire le suffrage féminin. Et c'est ce qui va donner lieu en fait à la votation de 1959. En 1959, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l'introduction du suffrage féminin au plan fédéral. En Valais, sous la présidence de Roger Bonvin, un comité de campagne interparti et essentiellement masculin s'organise en faveur du droit de vote des femmes. Le Nouvelliste, lui, mène une campagne acharnée contre ce projet. Quelles sont les valeurs que vous défendez ? Celle d'abord du christianisme, et d'ailleurs moi je ne tiens pas à faire de la morale, nous avons des collaborateurs prêtres qui sont nombreux,
Et puis alors une éthique politique bien déterminée et inspirée de la doctrine démocrate chrétienne, conservatrice. Eh bien, disons que c'est un journal qui représente tout ce qui me déplaît. C'est-à-dire racisme, esprit de clocher, misogynie. C'est le journal où justement l'association espère pouvoir faire paraître des articles, puis c'est finalement le journal qui touche le plus de monde, mais l'association et René Tsébibus, lors de la première votation de 1959, va vraiment se confronter à un mur, puisque André Luisier, rédacteur en chef du Nouvelliste, va refuser de faire paraître les articles de l'association. Donc il va vraiment faire campagne contre. Au soir du 1er février, les Valaisans, comme les confédérés, refusent d'accorder le droit de vote aux femmes, à une majorité de plus des 2/3 des votants. Il faudra attendre plus de 10 ans pour que la question se pose à nouveau, au plan cantonal cette fois. En 1970, le contexte du Nouvelliste est assez différent. Le journal opère quand même une petite ouverture qui va se traduire notamment dans le cadre de la campagne de 1970, de la votation de 1970, par l'ouverture d'une page de libre opinion où les gens, si on veut, un courrier des lecteurs dans lequel les gens peuvent donner leur point de vue, notamment là, sur la votation du suffrage féminin. Les députés auront à se prononcer sur 2 points essentiels. Le premier concerne les droits politiques de la femme, droits que cette dernière n'a pas encore acquis, malheureusement pour elle, dans le vieux pays. Les autorités politiques, en tout cas en 1970, n'ont plus envie que le Valais paraisse comme le canton arriéré. Enfin, ils ne veulent pas être les derniers, clairement. Mais il faut vraiment lire le message du Conseil d'État de 1970, qui n'est pas un message du tout révolutionnaire quand il parle du suffrage féminin, puisqu'il est clairement dit dans ce message, il ne sera jamais question que les femmes soient majoritaires en politique. Mais, puisqu'en définitive, il appartiendra au peuple de se prononcer, descendons dans la rue et posons la question au hasard de nos rencontres. Le suffrage féminin est une chose nécessaire chez nous, mais je pense que la femme valaisanne n'est encore pas tout à fait préparée pour traiter ces problèmes. Pour le suffrage féminin? Pour quelle raison? C'est une question de dignité pour la femme de pouvoir voter. Eh bien, je ne suis pas pour. Je ne voudrais pas que les femmes votent parce que j'aime mieux que les femmes restent à la maison. Je suis pour. On doit être pour le suffrage féminin. Ben contre. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Non, je trouve que les femmes, ils ont assez à faire à la maison. Enquête hâtive, évidemment, qui n'est pas nécessairement un reflet exact de la pensée de l'ensemble des citoyens valaisans sur le sujet. À ce moment-là, c'est une bonne conjoncture parce que quand François Couchepin dépose sa motion, on a quand même tous les partis, tous les présidents de partis qui sont des personnes favorables, qui s'étaient déjà engagés en 1959. Malheureusement, on a dû se séparer alors sérieusement de Mademoiselle de Tsébibus. Et à ce moment-là, comme président de cette association, on a nommé M. Pellegrini, qui lui était un spécialiste de la communication, journaliste, etc. L'association valaisanne en faveur du suffrage féminin, afin de convaincre le plus grand nombre de Valaisans possible, a constitué un comité élargi qui groupe les Hauts-Valaisans et les Bas-Valaisans. Dans le Haut-Valais, M. Bodenman et Vire ont pris en charge ce comité. M. René Spar, juge cantonal, s'occupe du centre, alors que M. Bavarel, président de la ville de Montet, s'occupe du Bas-Valais. Ces personnalités, en accord d'ailleurs avec les personnalités des partis politiques, en accord avec les personnalités religieuses du canton, se sont mis au travail afin d'obtenir un vote positif. Dans le Val d'Anivier, j'ai aussi eu des femmes qui sont venues me dire ah ben tel député a fait un discours à la salle de commune pour dire qu'il faut accorder le droit de vote aux femmes. Et puis après, la même femme m'a dit mais quand même, je ne vais pas employer le mot qu'elle m'a dit, c'est dégueulasse parce que après à la cave de la commune, ils ont dit oui, ça c'est on est obligé de faire ça parce qu'il y a des femmes qui veulent le droit de vote, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vrai que le contexte est très différent en 70 parce que les gens n'osent. Finalement, rares sont les gens qui officiellement, en tout cas, osent signer un article contre le suffrage féminin. S'il y a des oppositions, elles sont individuelles, elles existent, nous le sentons, mais elles ne se manifestent pas encore ouvertement, sinon par quelques articles, d'ailleurs très courtois, dans la presse. Edmé Buclinfa fait partie d'une
Ouais, d'un comité engagé. Mais c'est une des rares femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, même en 1970, qui font campagne, disons, officiellement. On a été le premier canton qui, du premier coup, a obtenu le suffrage féminin. 12 ans après le vote négatif de 1959, le Conseil fédéral revient à la charge maintenant et propose au peuple d'octroyer les droits politiques aux femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat est maintenant propice, est-ce qu'il est favorable? Oui, j'ai l'impression et même personnellement la certitude que le climat est beaucoup plus favorable que lors de la dernière votation. Je fais remarquer d'emblée qu'il y a un élément qui échappe à l'appréciation des gens qui comparent la Suisse avec d'autres pays. C'est que nous serons, je pense, le seul pays au monde qui introduira le vote des femmes sur la base d'une votation de l'ensemble des hommes de ce pays. Je suis présidente de la Ligue des Suisses contre le vote féminin. Le droit de vote est surtout important parce qu'il prouve le respect que les hommes doivent avoir aux femmes. Et vous, mademoiselle Berthier, pourquoi êtes-vous contre le vote des femmes? Eh bien, je trouve que le vote des femmes va tout à fait à l'encontre de la condition humaine de la femme. Particulièrement en Suisse, selon vous? Ou particulièrement en Suisse. Ici ou là, quelques voix discordantes se font encore entendre. Mais le 9 février 1971, le résultat est clair. Le droit de vote est accordé aux femmes au plan fédéral. En Valais, 75% des votes sont favorables à ce droit. Toutes les communes l'ont accepté. C'était bientôt le moment qu'on ait le droit de vote. Hein. On faisait du travail autant que les hommes. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas eu droit à la parole. Hein. Nous voulons l'égalité dans les faits et nous voulons décider nous-mêmes de nos vies. Von den Frauenberufen und eine Anpassung der Entlöhnung verdienen. Wir wollen Sozialversicherungen, die unsere Existenz sichern. Wir wollen Le 31 octobre 1971, les femmes participent pour la première fois à l'élection des chambres fédérales. La socialiste valaisanne Gabrielle Nanchen figure parmi les femmes élues cette année-là au Conseil national. 10 femmes seulement pour 200 postes à repourvoir. Une seule femme entrera au Conseil des États, composé à cette époque de 44 sièges. Ce sera la genevoise Lise Girardin. J'ai jamais eu d'ambition politique au sens propre du terme. Et c'est un petit peu par hasard que je suis arrivée députée au Conseil national. Simplement, lorsqu'on m'a demandé d'être candidate de mon parti, j'ai accepté pour rendre service à une cause dans laquelle je croyais. Je n'avais pas pris de mesures concrètes pour l'organisation de ma vie familiale, pour le cas où je serais élue, tellement c'était en dehors du champ de mes préoccupations. On m'a reproché le défaut que ce journal considère comme le pire. Dans ce canton, on m'a reproché de n'être pas une vraie valaisanne. Qu'a fait le Nouvelliste? Il a accolé à mon nom de famille, Nanchen, mon nom de jeune fille, Stragiotti, qui a une consonance italienne, et dans le but bien clair de provoquer un réflexe xénophobe. On a dit aussi que je ne défendais pas les intérêts de mon canton. Et alors il faut savoir que pendant les 4 ans où j'ai travaillé au Conseil national, il a été très rare que le Nouvelliste mentionne mes interventions, concernant le Valais ou concernant les régions de montagne en général. Alors, au dernier moment, c'était facile de dire « Madame Nanchen n'a rien fait pour le Valais ». On n'avait jamais cité ce qui avait été fait. Gabrielle Nanchen quitte le Conseil national après 2 législatures. À la fin des années 80, 3 élues valaisannes sont sèchement renvoyées chez elles pour faire place à 3 de leurs collègues masculins. Il s'agit de la socialiste Françoise Vanet, de la radicale Rose-Marie Antilles et de la démocrate chrétienne Monique Pacola. On comprend dès lors qu'il n'y ait plus eu de femmes élues au cours des 4 législatures qui ont suivi. L'accès des femmes au Conseil fédéral n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Majorité absolue 123.
Absolutes Mehr 123. Est élu M. Otto Stich par 124 voix. Herr Stich ist gewählt mit 124. Est élu par 124 voix Madame Kopp. En 2011, le Conseil fédéral a été composé d'une majorité de femmes, soit 4 pour les 7 sièges qui le composent. Cela n'a duré que 4 mois, mais on relèvera que c'est durant cette courte période que la Suisse décida de renoncer à la construction de nouvelles centrales atomiques. En 2018, Viola Amert est élue au Conseil fédéral. On a maintenant une conseillère fédérale, ce qui est, je pense, important et ce qui est beau, mais on ne doit pas oublier qu'il manque des femmes au Parlement. On a eu la chance maintenant d'élire une femme au Conseil des États, heureusement la première femme aussi, qui va faire un bon travail, mais au Conseil national, on n'a plus de femmes. Alors je pense qu'on a gagné depuis l'introduction du vote des femmes, mais maintenant on recule, je pense, et ça c'est dommage. En 2019, pour la première fois de son histoire, le Valais élit une femme au Conseil des États, Marianne Marais. Cette année-là, alors que le Valais dispose de 8 sièges au Conseil national, aucune femme n'est élue dans le canton. Tous les cantons romans, pour la première fois, ont la parité homme-femme au Conseil des États, c'est ce qui n'est de loin pas le cas pour les cantons suisses allemands. Et je suis assez fière que le Valais puisse aussi jouer dans la même ligue que les autres cantons de Suisse romande. Pourquoi est-ce que le Conseil des États ne serait pas un joli petit conseil où chaque canton serait représenté par un couple? Ça serait quand même joli à voir et un peu plus représentatif que ça n'est le cas actuellement. En 1972, les femmes participent pour la première fois aux élections communales. Elles ne parviennent à décrocher que 5% des sièges dans les exécutifs. J'ai été candidate à la commune de Sierre. Je n'ai pas été élue, mais pas une femme n'a été élue. Il y avait, naturellement, les partis avaient mis beaucoup d'hommes sur les listes. J'avais fait un très bon score, je crois, mais alors pas pour être élue. Moi, j'ai abandonné ma profession que j'aimais tellement pour la politique, pour ouvrir la porte aux femmes, parce que j'ai été la première élue dans ma localité au conseil communal. À l'Assemblée, le soir, le président de la bourgeoisie d'alors, qui était Clavien, m'arrête dans le vestibule, puis il me dit « Oh, mais vous ne voudriez pas faire partie du conseil général ?» Moi, je dis « Pourquoi pas ?» De toute façon, oui, volontiers. Puis après, on a fait l'appel des femmes. Chacun avait demandé dans son coin. Ça fait qu'on était 17 femmes sur le podium. On ne nous a rien demandé, naturellement, il suffisait d'être femme. Et puis, tout était biffé, sauf 2. 15 ratiboisées, 2 ont passé. Une, parce qu'elle était secrétaire du parti, c'était Jacqueline Couturier. L'autre, c'était Gabi Perrichou, enfin, elle s'appelait comment après? Perrichou, parce qu'on l'a pris pour un homme. Ma première assemblée primaire, normalement à Trois-Torrents, à l'assemblée primaire, il y a 50 à 70 personnes. Lors de ma première assemblée primaire, je pense qu'il y avait 250 personnes parce qu'ils venaient voir comment la première femme présidente de Trois-Torrents s'en sortait. Et à la fin, quelqu'un de vraiment très aimable, un homme, vient vers moi et me dit « Tu t'es vraiment bien débrouillée pour une femme ». Mais j'ai pas pu lui en vouloir parce que c'était tellement plein de bienveillance qu'il m'a dit, parce que c'était un vrai compliment. Mais en même temps, c'était très révélateur du fait qu'il fallait vraiment qu'on creuse des sillons, mais vraiment. Et ça continue à être le cas. Dans les conseils municipaux aujourd'hui, les femmes occupent moins de 20% des sièges. 31 communes n'ont encore élu aucune femme dans leur exécutif. Enfin, sur les 125 municipalités que compte aujourd'hui le Valais, on ne trouve que 12 présidentes, 7 dans le Bas-Valais pour 62 communes et 5 dans le Haut pour un total de 63 communes. On n'a pratiquement plus de présidentes de ville.
À l'époque, quand j'étais présidente de BRIC, on était 3 femmes, BRIC, Naters et Viège. Et maintenant, on n'a plus de femmes dans ces grandes communes haut-valaisannes. Je pense que dans le Valais roman, c'est à peu près la même chose. À ce jour, seule la ville de Martigny est encore présidée par une femme. J'observe qu'il y a moins de femmes présidentes de communes aujourd'hui que quand je suis arrivée à la présidence de ma commune il y a de cela 15 ans. Alors ça m'interroge. Ça m'interroge parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. En 1973, les premières valaisannes accèdent au Grand Conseil. 7 députés et 10 députées suppléantes entrent au Parlement lors de cette élection. D'emblée, le Valais s'arroge la dernière place parmi les cantons romans quant à sa représentation féminine dans les parlements cantonaux, rang qu'il occupe encore aujourd'hui. J'ai siégé au Grand Conseil 12 ans, donc depuis que les femmes avaient le droit de vote, de 1973 à 1985. J'ai eu absolument l'impression, dès le début, que tu étais la femme alibi. Absolument la femme alibi. Et la femme mineure. Comme si avant, j'avais rien fait. Nous n'avions pas de passé politique. Nous avions été élus sans avoir besoin de passer par les fanfares, par l'armée, par les partis, etc. C'était quelque chose de très neuf et nous, on se retrouvait naturellement. Moi, je me souviens que j'ai beaucoup travaillé avec Jacqueline Pont-Acer, qui était PDC, j'ai beaucoup travaillé avec Françoise Vanet, qui est décédée maintenant, qui était socialiste, et on portait certains projets ensemble. On a eu une assez grande solidarité, surtout la première période, entre les femmes. Au Grand Conseil de première fois, j'ai voté avec les socialistes, parce qu'ils avaient fait une très belle proposition. J'ai reçu un bonbon à travers mon pupitre. On me dit, on m'a fait passer, on ne vote pas avec les socialistes. Alors j'étais furate. Pour les hommes, c'était assez insensé qu'on puisse faire des alliances hors de notre fraction politique, alors que pour les femmes, c'était quelque chose de tout à fait naturel. D'ailleurs, on avait beaucoup plus de points communs entre nous qu'avec les gens de nos partis respectifs. Genève arrive en tête avec 27%, puis on trouve Fribourg, 10%, Vaud, 9%, Neuchâtel, 8,7%, Jura, 8,3%, et enfin, la lanterne rouge valaisanne avec 4,6%. Oui, c'est très juste, mais je vais commencer malheureusement par devoir corriger vos chiffres. Nous ne sommes pas à 4,6% de représentation féminine au Parlement cantonal, mais à 3,8%, parce qu'une femme a quitté le Parlement durant cette période. Ah, c'est pour ça, oui, alors il y a eu des changements. Ouais. Je pense qu'elle n'était pas prise en compte dans cette statistique. Les femmes sont si peu représentées parce que lorsqu'elles ont acquis le droit de vote et d'éligibilité, forcément que tous les postes étaient occupés. Et que chaque poste nouveau qui doit être conquis par les femmes doit l'être au détriment des hommes. Je pense, j'espère surtout que ça peut changer, si les partis arrivent à davantage les intégrer dans leur organisation de parti, qu'on ne se contente pas de les chercher juste au moment où il en faut une sur une liste, mais qu'on leur donne déjà des responsabilités dans le parti, pas uniquement le secrétariat, mais d'autres tâches plus importantes, et qu'à ce moment-là, les femmes se sentant soutenues par la base accepteront plus facilement un mandat politique. Le 13 mai 1986, une première femme, Monique Pacola, accède à la présidence du Grand Conseil. À ce jour, 5 femmes ont accédé à cette fonction, ce qui représente en moyenne une présidente tous les 10 ans. Le prochain pas, c'est une femme au Conseil d'État, mais il va sans dire que les partis bourgeois, notamment, doivent tout mettre en œuvre maintenant pour avoir réellement des femmes élues à tous les niveaux. En 1977, Gabrielle Nanchen est élue au Conseil d'État, mais elle ne pourra pas siéger. Et si j'ai été candidate au Conseil d'État en 1977, c'est parce que je savais que ça rendait service à mon parti. Donc quand j'ai passé devant Arthur Binder, j'étais effectivement élue, Arthur Binder, le radical. Donc j'étais la première socialiste élue au Conseil d'État, mais j'habitais le même district qu'Antoine Zuffray, qui avait fait PDC, qui avait fait une meilleure élection que moi, et la Constitution voulait que je renonce à mon siège. Au cours de ces 50 ans,
2 candidates se sont même présentées à l'élection au gouvernement sans le soutien d'un parti, leurs dirigeants n'ayant pas jugé nécessaire d'ouvrir leur liste aux femmes. On a décidé de faire une liste sauvage pour l'élection au Conseil d'État parce qu'on trouvait que c'était quand même un comble de ne pas offrir aux citoyens du choix pour élire son Conseil d'État. Ce que je propose aujourd'hui avec cette candidature, je crois que c'est aussi un changement auquel le Valais n'a pas songé durant ces 30 dernières années, ou quand il y a songé, il n'a rien fait pour y parvenir, c'est d'avoir enfin une femme au gouvernement. Vous pensez avoir ratissé chez quel type d'électeurs? Les radicaux, les femmes, les socialistes? Vous avez ce pressentiment? Je pense avoir fait passablement de femmes et d'hommes dans tout le canton, de ceux qui souhaitaient l'ouverture et de ceux qui souhaitaient qu'une femme entre au gouvernement en ce début du XXIe siècle. J'ai accepté de venir sur ce plateau aujourd'hui avec la conviction que j'allais fêter une femme au gouvernement. Et l'échec de Silette Créton me navre. Il faudra attendre 2009 pour qu'une femme accède enfin au Conseil d'État. Esther Weber-Kalbermatten. J'ai été élue le 4 mars 2009. C'était le premier tour le 2 mars et après, le mardi après le premier tour, c'était une élection tacite et à 18h le 4 mars, j'étais élue. J'ai toujours aimé faire la politique. J'étais élue au Grand Conseil comme députée suppléante en 1998. Et ça veut dire que j'ai fait maintenant la politique pendant 30 ans. J'ai toujours aimé ça. J'étais au Grand Conseil après comme députée. Après, j'étais au Conseil communal de Briques. Et je pensais, quand vous m'avez posé la question d'être candidate, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et comme ça, je me lançais. Enfin, en 2018, le Valais décide de se donner une nouvelle constitution et élit l'Assemblée chargée de la rédiger. Un tiers des sièges est occupé par des femmes, à l'exception du Haut-Valais, où l'on en compte un peu moins d'un quart. L'écriture épicène, le langage égalitaire, ça entre dans les mœurs. Ça a d'ailleurs été publié par la Chancellerie fédérale en 2000. La parité s'invite à la constituante qui sera présidée par un collège présidentiel composé de 2 hommes et de 2 femmes. Au cours de toutes ces années, les femmes ont tenté de forcer le destin. En 1982, une commission cantonale a été désignée, puis un conseil et enfin un bureau de l'égalité et de la famille. Un peu moins de 10 ans après l'introduction du droit de vote en Valais et après en Suisse, en 1980, qu'une motion a été déposée pour la création d'une commission cantonale sur la condition féminine, donc des termes qui sont assez différents de ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Et c'est là qu'une commission a été formée pour plancher sur la situation des femmes en Valais, sur le besoin ou non de créer ensuite une structure ou de faire des choses pour éventuellement aller contre les discriminations et favoriser l'égalité dans les faits. Une association, Solidarité Femmes et d'autres groupements féminins ont vu le jour. Je suis la première coprésidente, une des 2 premières coprésidentes de Solidarité Femmes quand Solidarité Femmes a été constituée en association en avril 1996. Aujourd'hui, les femmes valaisannes haussent le ton. À quelques mois des prochaines élections fédérales, elles se constituent en véritable groupe de pression, un lobby femmes, tous partis confondus, dont le but avoué est de glaner des voix et des sièges. Je dis, il faut démontrer que la solidarité des femmes, c'est pas que des mots au moment des élections, mais ça peut être quelque chose de très concret. Et c'est ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'à court terme, c'est un projet concret, on travaille ensemble, on va soutenir les femmes ensemble, on va démontrer que les femmes en politique peuvent faire autre chose que les hommes. Solidarité Femmes organisait des séances de présentation pour les femmes qui étaient candidates, tous partis confondus. Depuis 2014, l'association Via Mulieris s'intéresse à l'histoire des femmes. Une histoire qui reste encore largement à écrire. Des historiennes, des politiciennes m'ont rejoint dans l'idée de créer cette association dans le cadre des célébrations du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération et du constat que de tous les projets qui étaient mis en place à cette occasion, les femmes valaisannes en étaient totalement absentes. Nous avons commencé par écrire des articles qui ont été publiés par le Nouvelliste, qui concernaient bien sûr l'histoire des femmes à l'occasion du bicentenaire de l'entrée du canton dans la Confédération. L'histoire des femmes en Valais n'a pas été écrite et il est essentiel que cette histoire, qui était une histoire en creux,
deviennent soient mises au jour. Point d'orgue de nos activités, c'est la mise sur pied d'un colloque sur l'histoire des femmes en Valais avec la présence des meilleures historiennes. Nous avons eu la chance de pouvoir publier les actes de ce colloque dans les Annales valaisannes. Et donc c'est vraiment un ouvrage unique. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres cantons qui ont pu réaliser l'histoire des femmes dans leur propre région. Vous êtes favorable au quota ? Je suis favorable au quota parce que je crois que sans volontarisme, ça dure trop longtemps de changer le monde. Ah, moi, je suis favorable au quota tant qu'une situation n'est pas égalitaire et c'est un moyen de faire accélérer le mouvement. J'entends le Conseil fédéral. Écoutez, vous croyez que quand je regarde autour de la table, je n'ai pas l'image de quota dans la tête? Pourquoi est-ce qu'ils sont 2 radicaux, 2 démocrates chrétiens UDC? Pourquoi est-ce qu'il y a 3 latins et 4 Suisses allemands? Vous croyez que ce n'est pas des quotas, ça? Donc, je veux dire, pourquoi est-ce qu'en regardant autour de cette table, je ne me dis pas ça serait encore mieux si on était 3 femmes? On estime qu'une fois qu'on a plus de femmes dans des postes dirigeants, ben, ce sont des femmes modèles qui peuvent inspirer les plus jeunes à aspirer à prendre des responsabilités, que ce soit dans le domaine de l'administration ou bien dans l'économie ou dans la politique. Nous voulons être représentés dans les milieux économiques et politiques à part égale. Nous voulons que tous les partis politiques proposent des listes paritaires. Ces 50 dernières années, le contexte économique et social s'est progressivement amélioré pour les femmes dans de nombreux domaines et souvent sous la pression de la rue. Zurich, mai 1975. Les femmes réclament le droit de décider seules de leur maternité. Ironiquement, il faudra attendre 1971 pour que mai 68 atteigne le Valais. C'est à Sapin-Haut que les premières manifestations ont eu lieu. À cette époque, une des préoccupations majeures des femmes est liée à la contraception ainsi qu'à la question de l'avortement qui fait débat un peu partout. Le sens des conférences débats, eh bien évidemment, c'est de porter à la connaissance de chacun et même à la discussion de certains thèmes d'actualité très importants, comme la condition féminine, l'avortement. Eh bien, vous savez que l'Église propose la méthode qu'on appelle la continence périodique, autrement dit du test thermique, et qu'elle s'oppose assez nettement aux méthodes contraceptives. Le planning familial se fait depuis une année dans un centre de planning familial à Sion qui est débuté sous la protection de l'évêché. On parlait de la méthode des températures, mais qu'on ne pratiquait pas, mais on ne parlait pas d'autre chose. En 1976, le Vatican rappelle dans une déclaration officielle que l'union sexuelle avant le mariage, l'homosexualité et la masturbation constituent des péchés graves condamnés par l'Église. Ah non, la méthode Ogino, alors c'est les enfants de cœur qui croient ça. En Valais, la question de l'avortement est âprement discutée dans la presse dès les années 70. La polémique enfle petit à petit jusqu'en 1997 où elle fait rage. C'est à ce moment que le PDC suisse opte pour une solution permettant de décriminaliser l'avortement. À l'annonce du résultat, l'émotion se lisait sur le visage de Brigitte Hauser, celle qui a brisé le tabou de l'avortement au sein du PDC. C'était en novembre 1997. Dominique Giroux avait conçu et placardé avec l'aide d'autres camarades ses affiches anti-avortement. Selon lui, les 3 politiciennes figurant sur l'affiche avaient eu le grand tort de prendre position pour la solution des délais. Depuis, elles ont toutes les 3 perdu leur mandat politique. 3 ans plus tard, à l'issue d'un procès, les juges ont simplement condamné les responsables à des amendes dérisoires. Quant aux plaignantes, elles ont eu la surprise de voir une partie des frais mis à leur charge. Est-ce que vous pensez que la justice aurait fait le même travail et serait arrivée au même résultat si ça s'était passé dans un autre canton que le Valais? Alors pour moi, c'est clair que dans les autres cantons, on a un autre jugement. Parce qu'ici en Valais, les Valaisans et Valaisannes, on trouve beaucoup qui sont vraiment
traditionnaliste. Oui, c'est difficile à dire. Et vraiment aussi conservateur et conservatrice. La nouvelle est historique et le mot n'est pas trop fort puisque pour la première fois, les deux chambres sont d'accord pour donner à la femme le libre choix d'avorter de manière entièrement légale. Le résultat de la votation sur l'avortement a mis la direction de l'hôpital de Viège dans l'embarras. Dans cet établissement de 150 lits, l'avortement est strictement interdit. Par rapport à la pilule, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les choses ont énormément changé, j'ai l'impression, par rapport à il y a peut-être 50 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est toutes très reconnaissantes de ce qui s'est fait, ce pourquoi les femmes se sont battues pour atteindre le droit à cette contraception, à pouvoir utiliser la pilule. Mais aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur l'utilisation de la pilule, sur le fait de prendre un médicament tous les jours, sur tous les effets secondaires de la pilule. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il me semble, qui veulent plutôt renoncer à utiliser la pilule, à trouver d'autres options, à cause de tous ces effets. Et si c'est une question de choix et qu'on est une jeune femme, la trentaine, en pleine période de fertilité, en couple, que ça va bien, alors la question du droit à l'avortement n'est pas quelque chose de encore admis socialement, je trouve. Par rapport à la procréation des femmes, on est quand même beaucoup dans cette thématique de ne pas ramener les femmes juste à leur fonction reproductive. On commence à envisager le fait que des femmes n'auront peut-être pas d'enfants, par choix. C'est aujourd'hui le cas pour nombre de femmes qui se posent la question simplement est-ce que je veux avoir des enfants ou pas. La stérilisation volontaire, qui est encore quand même peu acceptée, alors que c'est quand même un droit pour les femmes de déterminer si oui ou non elles ont envie d'avoir des enfants ou pas. Puis c'est un moyen qui est à leur disposition, puis sur lequel elles devraient pouvoir compter sans jugement, sans infantilisation non plus. Voilà. Concilier tâches familiales et professionnelles n'est pas une sinécure pour les femmes qui accèdent de plus en plus au marché du travail. Introduit dans la Constitution fédérale en 1945, le congé maternité ne se concrétise qu'en 2005 en Suisse. Ça, c'est une chose qui est très compliquée pour une mère de famille qui doit travailler. Elle doit donner les enfants à garder, elle a double travail quand même. Comment vous arrangez pour le ménage, tout ça? Eh bien, on compte sur samedi, dimanche, des longues soirées, puisqu'on ne peut pas compter sur les maris. C'est l'année de la femme. Les femmes l'attendaient, certaines depuis longtemps. Depuis ce dimanche, la Suisse est dotée d'une assurance maternité, un congé payé de 14 semaines pour les femmes qui travaillent. Après 4 tentatives et l'échec de 99, cette fois-ci, les citoyennes et les citoyens ont poussé un oui dans l'urne avec 55,4% de votes favorables. Alors que la Confédération helvétique, comme l'Allemagne, limite le congé maternité à 14 semaines, des pays comme la Suède en accordent jusqu'à 75. C'est très important que chacune puisse faire selon ses aspirations. Donc, travailler à 100% si elle le souhaite, avec des places de crèche. Et puis, si elle souhaite réduire son temps de travail, qu'elle puisse le réduire, mais non plus pas être pénalisée ensuite au niveau de ses assurances sociales, pour sa retraite, etc. Puis celle qui a envie de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, eh bien, qu'elle puisse aussi le faire, que ce ne soit pas non plus, stigmatisé. Je trouve beaucoup plus intéressant un système de congé parental où on s'organise au niveau du nombre de semaines, de les répartir, de les prendre sur plusieurs années à temps partiel. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus logique au niveau de la répartition des rôles, simplement, du partage des tâches. On fait miroiter, en fait, qu'il y a des possibilités, mais dans la réalité, elles sont très restreintes. Est-ce que la paye entre vendeurs et vendeuses est la même pour le même travail? Non, pas du tout, elle est très différente. De quel ordre à peu près? 20 à 25%. Un homme reçoit davantage qu'une oui, femme. nettement, oui. Pourquoi cette différence? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, je pense. À l'heure actuelle, on peut dire que de manière générale, les différences se situent entre 25 et 35%. C'est la main-d'œuvre féminine qui a attiré cette entreprise en Valais. Oui, c'est la main-d'œuvre féminine qui a amené Tavarois.
On a commencé en 1980 par un article dans la Constitution, alors qui a postulé l'égalité de tous les individus et qui est contre toutes sortes de discriminations, mais pas seulement en raison du sexe. On y parle aussi du choix de vie, de la religion, de l'âge, etc., qui est très général. À l'alinéa 3, par contre, il postule vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en termes de salaire. En Valais, une femme s'est battue jusqu'au tribunal fédéral pour être payée de la même manière qu'un homme. Cette secrétaire de chef de service à l'État cumule 17 ans de procédure pour finalement obtenir une égalité salariale pourtant inscrite dans la Constitution. Elle en garde un souvenir amer. Un peu désabusé, parce que je pensais que ça ferait jurisprudence, mais hélas pas. C'était pas une question d'argent, mais c'était une question de... comme si on était des sous-produits. Malgré tout, sa détermination n'a pas faibli. Elle garde le rêve d'une société plus juste. Par rapport à l'égalité salariale, on est en 2020, puis on ne l'a pas acquise. Ce qui est vraiment assez dramatique quand on voit... Ça paraît pourtant simple. Il faut des lois contraignantes avec des contrôles, des sanctions. Parce que sans ça, évidemment que ça ne va pas être réalisé. Les choses, elles bougent. Les postes à responsabilité, je pense qu'ils bougent aussi. Mais ça dépend les domaines. Les femmes sont principalement précarisées parce que les métiers féminins, c'est les métiers qui sont mal payés. Les métiers mal payés, on ne sait pas lequel est pour qui, pourquoi. Alors moi, je suis venue ici pour une seule raison et une seule cause, c'est l'égalité des salaires. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure et c'est quand même vraiment anormal que ça soit dans la Constitution et qu'il n'y a rien qui se fasse. Ça me dépasse. Même si je ne suis plus dans le travail, c'est pour mes filles. On parlait peu des femmes battues, et encore moins des violences conjugales il y a 50 ans. Ce n'est pourtant pas la réalité qui a changé, mais la parole qui se fait entendre aujourd'hui. C'est à partir de la loi sur les violences domestiques de 2017 que la violence domestique, la lutte contre les violences domestiques est devenue également un thème important de l'Office qui, entre-temps, c'était en 2015, est devenu un office, donc une structure qui a une place dans l'organigramme de l'État, ce qui n'était pas du tout le cas du bureau ou du secrétariat. Avant, la mesure d'éloignement durait 3 jours. Aujourd'hui, elle va de 7 à 14 jours. En 2015, 36 personnes étaient exclues de leur domicile pour cause de violences domestiques. Cette année, leur nombre s'élève déjà à 40 en moins de 5 mois. La violence, elle est encore très présente dans la vie de chacune, chaque femme. Vraiment à tous les âges. Et puis, évidemment, le mouvement MeToo, il a permis déjà aux femmes de réaliser qu'elles n'étaient pas seules à vivre ce genre de situation et puis à délier les langues. Puis d'une fois en fait qu'on commence en tant que femme à discuter entre nous, à parler de qu'est-ce qu'on a vécu, on réalise que c'est rare les femmes qui n'ont jamais vécu de harcèlement, jamais vécu de violence, que ce soit au sein de leur couple ou bien leur famille ou juste dans la vie de tous les jours. Le mouvement MeToo, pour moi, il a été extrêmement bénéfique pour rendre visible la violence. Ça a posé des ultimatums, ça remet en question aussi la formulation légale de qu'est-ce qu'un attouchement, de qu'est-ce qu'un viol. Nous, au sein du collectif, on a eu un projet de témoignages, de harcèlement, et puis on a reçu énormément de témoignages. On voulait montrer en fait que ça arrive partout, en Valais aussi, même dans les petits villages, aussi reculés qu'ils soient. Voilà bientôt un siècle que les femmes réclament des droits qui ne leur sont toujours pas acquis. Au pays des reines davantage encore qu'ailleurs, les hommes restent les maîtres de la politique. En 2020, elles en ont plus que jamais assez d'attendre. Nous confions à l'avenir l'espoir de les contredire. La cause des femmes doit avancer. Et ça, c'est une de mes grandes déceptions, c'est que ça va tellement lentement. J'ai l'impression qu'on ne peut pas encore attendre 60 ans pour que des choses changent légalement. Enfin, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de parité qui est imposée, vu qu'en fait, on est la moitié de la population. Vraiment, c'est pas normal, la patience qu'on doit avoir. Donc enfin, l'histoire sera aussi écrite par elles
que l'histoire sera aussi écrite pour elles, qu'elles seront aussi des héroïnes remarquables et remarquées, que sans elles, l'histoire est orpheline. Qu'on se le dise. Merci à vous, mes sœurs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et maintenant, un maximum de bruit.